Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les échanges de vœux se poursuivent au palais présidentiel. La chefferie traditionnelle et les guides religieux ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Paix et cohésion étaient les messages forts ce mardi. L'embellissement d'Abidjan se poursuit également. Les autorités s'attaquent désormais aux garages anarchiques et aux véhicules abandonnés. Vous verrez. Et puis au moins 24 morts à Los Angeles après que des feux de forêt se soient déclarés dans cette ville, la deuxième plus peuplée des États-Unis. Je vous le disais, c'était au tour de la chefferie traditionnelle et des guides religieux de présenter ce mardi leurs vœux du Nouvel An au président Alassane Ouattara. Des échanges de civilité au cours desquels les maîtres mots étaient la paix et la préservation de la cohésion sociale en cette année électorale. Les précisions de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissidou. La présentation des vœux au chef de l'État Alassane Ouattara s'est poursuivie à la salle des Pas Perdus avec la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Leurs porte-paroles se sont succédés au pupitre pour rappeler la nécessité de préserver la paix en cette année électorale. Ils se sont engagés à travailler en faveur de la cohésion sociale entre les communautés à travers le pays. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels visitera toutes les régions de la Côte d'Ivoire afin de sensibiliser les populations, notamment la jeunesse, sur la tenue d'élections apaisées. Soyez rassurés de la constante disponibilité des rois et chefs traditionnels à vous accompagner dans la recherche de solutions efficaces et durables pour une Côte d'Ivoire de paix. Les élections à venir cette année ont besoin de justice, de respect des droits des candidats éventuels, des militants et de toute la population. Que nos prières vous obtiennent d'y veiller avec une transparence encore plus accrue, qu'enfin 2025 mette définitivement fin à la fatalité des violences électorales. L'an 2025 est une année électorale en Côte d'Ivoire, comme nous l'avons fait par le passé. Encore une fois, nous lançons un appel aux imams, aux prédicateurs, aux guides religieux, aux fidèles musulmans, ainsi qu'à tous nos concitoyens, de prôner le message de la paix, de fraternité, de vivre ensemble, conformément aux enseignements d'Allah dans le Saint-Coran. Le président Alassane Ouattara a salué le rôle de veille que jouent les guides religieux et les chefs traditionnels dans le maintien de la paix. J'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et nos guides religieux apportent au gouvernement. L'accompagnement que vous déployez au quotidien pour la résolution des conflits en sont des expressions qui méritent d'être soulignées. À l'heure où la Côte d'Ivoire se prépare pour les prochaines échéances électorales, nous savons pouvoir compter sur vous, sur vos conseils et vos actions de sensibilisation auprès des populations, ainsi que sur les ferventes prières de nos guides religieux. Le président de la République a invité les guides religieux et les chefs traditionnels à poursuivre l'œuvre de pacification du climat social et multiplier les prières pour des élections apaisées et sans heurts. Et avant les chefs traditionnels et les guides religieux, le monde académique, les entreprises publiques et le secteur privé ainsi que la société civile ont présenté leur civilité ce mardi au président de la République, comme nous en témoigne cet élément de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissidou. Le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé et la société civile étaient à la salle des Pas Perdus pour la présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État, Alassane Ouattara. Par la voix de leur porte-parole, ils ont salué les réformes du gouvernement qui ont conduit à l'amélioration du climat des affaires et la bonne santé économique du pays. Nous ne manquons pas de souligner une nette amélioration des performances des entreprises publiques enregistrées depuis quelques années, fruit de plusieurs réformes opérées par le gouvernement. Les résultats cumulés dans ces entreprises sont passés de 92 milliards en 2022 à 129 milliards en 2023,
soit une hausse de 42%. Par ailleurs, vous avez su, Excellence, Monsieur le Président de la République, instaurer un climat de dialogue constructif permanent entre le secteur public et le secteur privé, placé au cœur de votre stratégie de développement inclusif de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a rappelé le dynamisme des forces vives que représentent le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé et la société civile dans l'embellie de l'économie ivoirienne. Je voudrais vous adresser à tous, chefs et cadres d'entreprises privées et publiques, responsables d'organisations de la société civile et de nos prestigieuses académies, ainsi qu'à vous, les présidents des organisations publiques, mes vives félicitations pour les performances que vous avez accomplies en 2024. Ces performances sont effectivement exceptionnelles quand on voit le classement de notre pays, premier parmi les pays francophones. En cette année 2025, notre pays continuera sa croissance sous le double signe de l'inclusion et de la durabilité. La croissance du PIB devrait rester forte et nous continuerons de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Le chef de l'État les a rassurés de son appui et de celui du gouvernement pour davantage améliorer le climat des affaires et booster la croissance du PIB. Comment mieux gérer les migrations? Ce mardi, le vice-président de la République a rencontré la directrice générale de l'OIM, un échange centré sur les défis et les opportunités liées à la gestion des migrants ivoiriens à l'étranger et ceux installés en Côte d'Ivoire. Les détails de Mardoché Kwasi. Présidence de la République à Abidjan Plateau. Thiemoko Meïlie Koné reçoit ce mardi la directrice générale de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Au cœur des échanges, la stratégie de gestion des ressources que constituent les migrants installés en Côte d'Ivoire et ceux originaires de Côte d'Ivoire installés dans d'autres pays. Une question d'autant plus importante que la dynamique de développement économique du pays attire de plus en plus de personnes sur les bords de la lagune ébriée. Il y a des opportunités pour engager avec les gouvernements ici pour créer des réponses plus stratégiques pour engager les migrants qui sont ici. Et certainement, avec les avancements dans l'économie, il y aura plus de migrants et il faut un plan, une stratégie pour adresser même les défis, mais aussi les opportunités qui existent. Mais nous avons aussi discuté l'opportunité pour des Ivoiriennes qui travaillent dans les autres pays et comment nous pouvons engager avec eux pour vraiment profiter de leur expérience, profiter de leurs ressources et leur expérience. Cette audience a également été l'occasion pour les deux personnalités d'aborder la question de l'impact des changements climatiques sur les populations et les mécanismes de gestion de cet impact sur la vie des populations vulnérables. Et c'est une page sombre dans ce journal. Un homme a été retrouvé mort ce mardi sur le pont Félix Houphouët-Boigny. La victime qui se serait jetée du tablier a atterri sur l'un des piliers de l'ouvrage. Son identité et les raisons de son acte restent pour l'heure encore inconnues. Et bientôt, plus de motocoursiers sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. La décision est prise. Les engins à 2 et 3 roues seront interdits. Ce mardi, la direction des transports a rencontré les acteurs de la livraison afin d'anticiper la mise en place de cette mesure. Le reportage de Moussani Kema et de Bobby Filémon. Les engins de 2 à 3 roues ne pourront plus circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE. Une annonce faite par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Mais avant l'application de la mesure, une rencontre avec les acteurs est initiée en vue d'échanger sur le sujet. Ça a été annoncé en fin décembre qu'on allait restreindre la circulation sur l'ancien boulevard Valéry jusqu'à Destin aux engins à 2 et 3 roues. Mais aujourd'hui, on a tenu à rencontrer les acteurs concernés et leur porter l'information de manière officielle et recueillir auprès de ce public-là
des suggestions, des propositions de sorte à améliorer les décisions que nous sommes en train de prendre. On a une période pour ces concertations, on a une période pour l'implantation des panneaux et c'est après ces différentes étapes-là que la mesure sera effectivement mise en œuvre. Une rencontre bien accueillie par les acteurs du secteur de la livraison et de la messagerie qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations. La doléance, c'est que déjà les bretelles qui nous ont dédiées, que ces bretelles-là soient dégagées pour qu'on puisse travailler librement. Et encore qu'il essaie aussi de voir avec les autres automobilistes pour les voies où il n'y a pas de voie dédiée pour nous, puissent nous respecter la vie humaine parce que ces gens-là aussi font beaucoup de dégâts. Les pistes cyclables, il n'y en a pas assez. En Côte d'Ivoire, il y a seulement une piste cyclable sur le pont des Gaules. Et donc on veut que ça s'accentue avec les nouvelles voies qui sont créées. Il faut qu'on arrive à implémenter les pistes cyclables. Si on crée des pistes cyclables, si on prend des mesures à l'endroit des automobilistes pour leur demander d'avoir un regard assez humaniste à l'endroit des engins à 2 roues et 3 roues, je pense qu'il y aura moins d'accidents sur la route et il y aura plus de sécurité routière. Dans une mesure de sensibilisation et de mise en place progressive, pourquoi pas discuter d'interdire les engins à 2 roues à certaines plages horaires de la journée. Selon le directeur des transports terrestres et de la circulation, la mesure entrera en vigueur à la fin du premier trimestre de l'année 2025, après une campagne de sensibilisation. La direction invite par ailleurs l'ensemble des usagers au respect du code de la route et au civisme. Et comme annoncé en titre, l'embellissement d'Abidjan se poursuit après les marchés et les trottoirs. Place au garage anarchique, une opération coup de poing lancée ce mardi en présence de Faltia Koulibaly et de Zécré Joseph. Mort Cassé, garagiste depuis plus de 40 ans, installé dans la commune de Treichville, a reçu ce matin la visite des agents en charge de cette opération. Un rendez-vous auquel il n'était pas préparé. C'est l'opération Zéro Garage Anarchique, initiée par le ministère en charge de l'assainissement. L'objectif est de démanteler les garages illégaux et les voitures garées sans autorisation sur les espaces publics pour améliorer le cadre de vie. Ils m'ont dit qu'ils vont commencer l'opération même la nuit, hier soir. Donc moi, c'est hier soir que j'ai commencé à prendre mes précautions. Est-ce que vous voyez, j'ai quitté au garage hier vers 23h pratiquement. J'ai appris que le gouverneur a donné un site de reclassement à Songo. Mais je n'ai aucun document. Je n'ai pas de preuves. J'ai entendu ça à la radio. Voilà, de 15 hectares. Mort Cassé n'est le seul infortuné. D'autres garagistes qui occupent les trottoirs et chaussées sont eux aussi visités. Personne n'a été prévenu. Ils sont venus le matin par la force. Ils n'arrivent même pas, les gens viennent négocier avec eux. Ils ne veulent même pas faire comprendre les gens. Treichville marque le top départ de cette opération qui va se poursuivre dans les autres communes. Nous, antérieurement, avons déjà fait plusieurs opérations de déguerpissement de ces espaces occupés anarchiquement. Aujourd'hui, le ministère nous vient en soutien, mais nous voulons surtout sensibiliser à nouveau les propriétaires, les responsables, leur dire que notre souci, ce n'est pas de leur créer des problèmes, bien au contraire. C'est pourquoi on souhaiterait qu'avant que nous n'agissions, ils prennent toutes les dispositions pour enlever ces véhicules des espaces qu'ils ne doivent pas occuper. On leur a envoyé des mises en demeure, donc elles savent bien l'opération. Il y a même eu une opération pilote. Et donc, ces véhicules seront parqués sur un site bien aménagé. Je tiens aussi à dire qu'il y aura un suivi, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec les mairies. Donc cette fois-ci, nous commençons l'opération et les mairies, avec les partenaires publics, sinon les partenaires privés avec lesquels nous avons signé des conventions, continueront le relais. Donc c'est le lieu pour moi de lancer un appel à tout le monde, aux propriétaires de véhicules, aux garagistes, de procéder à l'enlèvement de ces véhicules. Dès maintenant. Cette première phase dans la commune de Treichville se déroulera sur un mois pour éviter la recolonisation des sites. À l'étranger, à Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis est en feu. Depuis le 7 janvier, des flammes qui ont ravagé sur leur chemin les maisons, laissant place à des ruines avec un bilan provisoire et lourd de 24 morts. Le récit de Nadja Eja. Selon le service de médecine légale du comté de Los Angeles, le bilan des incendies qui se sont déclenchés dans cette ville, la deuxième plus peuplée des États-Unis, est de 24 morts au soir du dimanche 12 janvier. À Pacific Palisades, secteur parmi les plus ravagés, les maisons de luxe ne sont plus qu'un tas de débris
Tout est parti en fumée. Si les efforts de milliers de pompiers ont permis de contenir la progression de l'incendie qui s'est étendu au cours du week-end au nord de la ville, la situation va se détériorer. Dans les jours à venir, les vents chauds et secs devront regagner en puissance jusqu'à mercredi. Comme nous l'avons mentionné, le service météorologique national prévoit des vents d'une force proche de celle d'un ouragan. Et nous nous préparons donc d'urgence. Ma priorité absolue et celle de tous les autres est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger des vies. À l'approche de ces vents, les pompiers de la ville de Los Angeles et les pompiers de tout le comté, de l'État et du pays, et même à l'étranger, sont dans une position proactive et stratégique pour sauver des vies. C'est une tâche très difficile. Et malheureusement, chaque jour où nous faisons cela, nous tombons sur les restes des membres individuels de la communauté. Ce n'est pas un travail facile. C'est très triste à signaler. Et je crois que ce travail va non seulement continuer, mais je crois que nous continuerons à trouver des restes. Alors, soyez patients avec nous. Les gens disent « Je veux juste aller voir ma maison et je veux voir ce qu'il en reste ». Nous le savons, mais soyez patients avec nous. Pour les évacués, qui espéraient regagner leur maison, c'est la déception. La réaction instinctive est de se sentir frustré. Mais la vérité, c'est que quiconque comprend ne serait-ce qu'un peu les indices, sait qu'il suffit d'un bon vent pour que la situation dégénère rapidement. Donc je sais qu'ils agissent ainsi pour la sécurité de tout le monde. Ça ne nous fait pas moins désirer de récupérer nos affaires. Il y a une valeur sentimentale dans beaucoup de ces choses là-haut. Plus de 12 000 habitations ou bâtiments ont été détruits ou endommagés par les feux, selon les premières estimations. Pour l'heure, les dommages se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Le gouverneur de l'État a déclaré vouloir lancer un plan Marshall pour reconstruire la Californie en allégeant certaines réglementations. Toujours à l'étranger, une opération a été lancée en Afrique du Sud pour secourir des centaines de mineurs clandestins dans une mine d'or abandonnée sous terre depuis des mois. Ils refusent de sortir, craignant d'être arrêtés par la police qui cherche à mettre fin à ces activités. Les explications de Salif Yadekwe. Plus d'une vingtaine de mineurs clandestins ont été secourus et 15 corps ici à la surface d'une mine d'or abandonnée en Afrique du Sud en 2 jours, indique la police qui cerne le puits depuis plus de 2 mois pour en déloger ses occupants. À en croire le ministre de la Police, il n'y a pour l'heure aucune précision sur les mineurs illégaux qui s'y trouvent. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est présenté devant nous pour nous dire que j'ai compté depuis que le premier mineur clandestin est descendu. Il n'est donc pas possible que quelqu'un vienne nous dire « Je sais avec certitude qu'il y en a tant », parce que je comptais, debout au-dessus de tous ces trous qui sont ici, environ 12 d'entre eux. Ceux qui sont descendus, je comptais. Aucun d'entre nous ne le sait. Plus de 1576 personnes se sont manifestées jusqu'à présent. Parmi ces personnes, seulement 21 sont sud-africaines, 997 sont mozambicaines, 427 sont zimbabwéennes et 118 sont des ressortissants du Lesotho. S'agit-il des personnes auxquelles nos communautés disent qu'il faut accorder un permis? Il s'agit d'une activité criminelle. Il s'agit d'une attaque contre notre économie par des ressortissants étrangers. Des milliers de mineurs illégaux, souvent originaires d'autres pays et appelés Zamazamas ou ceux qui essaient en zoulou, travaillera ainsi dans les puits de mines abandonnés à travers l'Afrique du Sud, riche en minerais. Et c'est la fin de la vacance du pouvoir au Liban. Le diplomate Nawaf Salam a été désigné Premier ministre hier lundi. Il s'est engagé à bâtir un Liban juste et sécurisé et à dédommager les victimes de l'explosion du port de Beyrouth, soutenu par l'Arabie Saoudite et l'Occident. Il est perçu comme un espoir après plus d'1 an de guerre entre Israël et le Hezbollah. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.